Merci beaucoup, cher ami. Salam alaikum. C'est à mon tour de remercier MG Maroc et de les féliciter pour l'organisation. Et je suis heureuse, ravie, honorée de faire mon atelier juste après professeur Ma'ammak, qui est la lumière de notre CHU. Sincèrement, si un jour vous comprenez pas quelque chose, vous appelez professeur Ma'ammak, elle va vous trouver une piste, quelle que soit la pathologie. Et d'ailleurs, on va avoir le topo tout à l'heure, c'est moi qui précède puis elle. Donc vraiment, c'est super qu'on puisse tous se retrouver. Et puis je vois ici finalement plus des amis que des médecins à lambda. Avec le temps, on a tous appris à se connaître. Alors on va parler des insuffisances surrénaliennes en médecine de famille. Et pour ce faire, je voudrais d'abord vous demander quelles sont les hormones de la cortico-surrénale. On va parler que de la cortico-surrénale, puisque l'insuffisance surrénale, c'est une insuffisance cortico-surrénalienne. Dites-moi. Cortisol, ok. Donc le cortisol est sécrété par la surrénale. Son grand chef, c'est l'ACTH, très bien, au niveau hypophysaire. Et le chef de l'ACTH, c'est la CRH. Et en fait, aujourd'hui, vous avez tous un cortisol qui va être sécrété, qui a été avec un pic autour de 8 heures du matin et qui va continuer. On s'est bien réveillé aujourd'hui, on a un espèce de plateau et on va avoir une petite baisse du cortisol vers 16 heures et par la suite, ça va remonter et pendant la nuit, le cortisol baisse physiologiquement puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'autant d'énergie, on n'a pas besoin de tous ces attributs et du coup, notre cortisol baisse. D'accord ? Donc, on va voir tout à l'heure à quelle heure on va doser le cortisol et puis, on va voir également quand est-ce qu'on va prescrire la CTH et si besoin. Donc là, c'est ce que vous m'avez dit. Il faut comprendre que, oui, la CTH va entraîner une action essentiellement sur le cortisol et qu'il y a des rétrocontrôles positifs ou négatifs. Si la CTH est basse, le cortisol est bas, dans ce cas-là, la CTH augmente. Si le cortisol est haut, la CTH s'effondre. Et puis, il faut aussi comprendre quelque chose qui est très important dans votre pratique clinique. Si vous avez un cortisol qui va être bas, et une ACTH qui n'augmente pas, c'est-à-dire elle va être normale, même si elle n'est pas diminuée, il faut aussi penser à une anomalie. Les hormones, ce ne sont pas toujours les valeurs normales. Il faut interpréter par rapport à un contexte. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, puisque le contexte est important. Il se peut qu'on ait des cortisols bas, avec des ACTH dans les valeurs, la fourchette normale, mais on appelle ça des ACTH inadaptés. Parce que physiologiquement, elle doit être élevée. Ok. Alors, je vous ai un petit peu aidé. Quelles sont les insuffisances surrénaliennes que vous connaissez? Alors, il y a la forme aiguë et la forme chronique, bien entendu. Les primaires et secondaires. Vous pouvez développer, c'est quoi primaire et secondaire? Ok. Primaire, c'est d'origine surrénalienne, c'est ce que vous dites. Et on a celle qui est d'origine centrale. Alors, quand on est d'origine surrénalienne, vous avez bien parlé de la maladie d'Addison. La maladie d'Addison, c'était une insuffisance surrénalienne périphérique qui était consécutive à une tuberculose. Aujourd'hui, on parle de maladie d'Addison même pour les formes auto-immunes, mais en fait, on va dire c'est un lapsus, mais on garde la maladie d'Addison pour les insuffisances surrénaliennes périphériques, mais quand même garder à l'esprit que c'était la tuberculose qui est la vraie maladie d'Addison. Ok, donc on a deux types, l'insuffisance surrénalienne gémipériphérique ou maladie d'Addison et insuffisance surrénalienne centrale. Et en fait, j'aime pas trop le mot de centrale, insuffisance surrénalienne, parce que dans ce cas-là, la surrénale, est-ce qu'elle est malade? Elle n'est pas malade. En fait, elle n'a pas de signal pour pouvoir fonctionner, donc on appelle plus ça une insuffisance corticotrope. Ok, donc l'insuffisance corticotrope, c'est les insuffisances d'origine centrale. Maintenant, on va discuter de cette situation autour d'une personne de 22 ans qui consulte pour une asthénie, un amaigrissement. Elle a une tendance à la dépression. Elle est venue, ce matin, elle a eu des nausées et même des vomissements. Elle se rappelle de son premier mois de grossesse. Et en fait, quand vous l'interrogez, vous apprenez qu'elle a accouché il y a 1 an d'un bébé bien portant. Elle n'a pas de contraception, elle a arrêté l'allaitement, elle a quand même une date des dernières règles de 40 jours. Et puis, comme il faut que ce soit, sinon c'est pas drôle, parce qu'on a beaucoup d'orientation, elle a en plus eu une tuberculose pulmonaire 4 ans plus tôt. Elle est apyrétique, sa pression est basse,
et elle a un pouls qui a 90 battements par minute. Alors, concentrez-vous et soyez des bons médecins de famille. Ne sautez pas sur l'insuffisance surrénalienne, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos diagnostics à évoquer. Je vous écoute. Merci beaucoup. D'abord, c'est pas une maladie. Il est possible qu'elle ait de nouveau une grossesse. Oui, elle a accouché il y a 1 an, elle a arrêté la contraception, elle allaite pas. C'est tout à fait possible qu'elle ait aussi un début de grossesse. Quoi d'autre? Une dysthyroïdie. Alors pourquoi vous évoquez une dysthyroïdie? C'est très intéressant. L'asthénie, l'amaigrissement. Donc c'est quelle dysthyroïdie que vous l'hyperthyroïdie, bien entendu. Alors, quand on a une hyperthyroïdie, ce qui match, c'est l'asthénie, l'amaigrissement. Alors, on peut avoir une tendance à la dépression, oui. Après, pour qu'on vomisse quand même en hyperthyroïdie, il faut qu'on soit dans un syndrome thyrotoxicosique super fort. Elle serait arrivée tout en vibrant. Donc, c'est peut-être pas ça, mais c'est tout à fait possible, effectivement. Ce qui va pas non plus avec, c'est la pression artérielle basse. Bon, et le pouls qui est pas accéléré, mais vous avez tout à fait raison de penser à l'hyperthyroïdie, c'est un des diagnostics. Quoi d'autre? Très bien, très bien, très bien. Alors on a une tuberculose possible qui a rechuté et on a un diabète déséquilibré. Alors elle n'a pas rapporté de syndrome polyuropolydipsique. Comme elle a 20 ans ou 22 ans, ce serait plutôt un diabète de type 1. À ce moment-là, on aurait quand même besoin du syndrome polyuropolydipsique. Après, il y a des patients qui disent rien. Mais comme je dis à mes résidents, ils viennent avec la bouteille d'eau. S'ils viennent pas avec la bouteille d'eau, c'est qu'ils n'ont pas une polyurie, une polydipsie. Ceux qui viennent chez vous en consultation, même en urgence, avec leur bouteille d'eau dans les mains et éventuellement 1,5 litre, ben là, oui, vous vous dites, il y a un syndrome PP qui est clair. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics? Allez, réfléchissez encore. Alors, pour l'instant, on l'a pas chiffré, mais on va dire qu'elle a perdu 4-5 kilos. Est-ce qu'il y a une aménorrhée? Alors, on a dit date des dernières règles, 40 jours. Je sais pas qui a parlé, mais il y a un micro aussi. Ah, super. Pardon? On peut très bien avoir une dépression du postpartum, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on dit qu'elle est déprimée. Ok. Oui? C'est-à-dire? Une masse cérébrale qui ne donne pas de céphalée? D'accord? Tu vas l'acheter ici, normalement tu as la céphalée qui précède. D'accord? Elle a maigri. Quand on maigrit, ça veut dire quoi? On maigrit, donc en fait, soit on mange pas, il faut y penser. Alors, on va rechercher les pathologies d'hypercatabolisme et donc il faut chercher une anorexie, bien entendu, mais en fait, on a tous les troubles nutritionnels, les maladies de malabsorption. Je vous ai pas fait la liste, mais en fait, on est en droit de réfléchir, d'accord, on va le faire dans l'ordre, de penser à des infections, peut-être une grosse infection et qu'on le voit pas sur place. Elle peut avoir une néoplasie, même à 22 ans. On vient de discuter avec professeur Mahammar d'une jeune de 21 ans qui avait un prurite depuis 1 an et demi. En fait, c'est sûrement un Hodgkin. Les prurites qui durent, s'il vous plaît, il faut aller les renvoyer à mon Mahammar ou un équivalent. Il faut faire attention. Il est 10 endocriniers, vous les avez toutes les 3 cités. On peut avoir tous les nutritionnels, depuis une maladie gastro-intestinale avec un trouble de malabsorption jusqu'à l'anorexie mentale. C'est possible. On a également les personnes qui font des myasthénies, même si c'est pas tout à fait l'âge. Elle peut faire une myasthénie, avoir des difficultés justement à pouvoir s'alimenter, et auquel cas, elle va avoir ce tableau. Et bravo pour la grossesse, parce que c'est quand même la première des choses qu'on allait discuter. Ok. Donc ma patiente, elle n'est pas connue diabétique, elle n'a pas de syndrome PP. Elle n'a pas de moyen de contraception. On a dit date des dernières règles 40 jours. Examen thyroïdien normal, parce qu'on a regardé l'hyperthyroïdie. Les signes cliniques ne sont pas en faveur non plus, et elle n'a pas de traitement en cours. On vérifie qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de signe de choc. L'abdomen est souple, sans cicatrice. Et dans ces cas-là, normalement, pourquoi je demande un toucher rectal? Normalement, c'est ce qu'on pourrait faire. Pourquoi je demande? Vous m'avez dit la grossesse. La grossesse, c'est la version cool. Une GU. Ouais. La grossesse, c'est la version sympa de l'histoire. Mais on peut avoir soit une urgence chirurgicale et surtout une grossesse extra-utérine. Donc, c'est vrai, pardon? Il n'y a pas de douleur. Pour l'instant. Elle a dit, elle avait un peu mal au ventre, elle a une vomissement. Mais c'est que le début. Je veux dire, vous devez absolument juste
avancer pour pouvoir ensuite avancer. Je vous fais le macro et ensuite on va aller dans le micro. OK? Toucher vaginal pour la GU, toucher rectal pour l'abdomen chirurgical. Si jamais on n'a pas le ventre de bois. J'essaye d'être vraiment très généraliste, c'est-à-dire que là, bien entendu qu'on va éliminer cliniquement plein de choses, mais tout ça aurait été possible. OK? Alors, le plus important, comment je vais faire maintenant, puisque pas de syndrome PP, pas de syndrome de thyrotoxicose, elle est un peu déprimée, mais elle n'a pas l'air très anorexique. On va dire que les 40 jours, oui, c'est possible qu'elle fasse une GU, mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence. Comment je vais faire pour suspecter une insuffisance surrénalienne? Très bien. Le teint, la couleur, de quoi? De quoi? La mélanodermie. La mélanodermie, c'est où? Au niveau des plis, les zones d'appui, les zones exposées beaucoup au soleil, les gencives, vous allez voir, et puis pardon? Oui, en fait, toutes les parties qui sont hyperpigmentées naturellement vont s'hyperpigmenter plus. Et puis, peut-être que si vous avez des Marocains comme moi, vous avez la cicatrice du BCG, eh ben, les cicatrices, elles vont capter beaucoup plus la mélanine. Et à ce moment-là, faut regarder les cicatrices. Moi, je dis aux gens, est-ce que vous êtes tombé quand vous étiez jeune quelque part? Ben, je les déshabille, mais ça va plus vite. Oui, je me suis ouvert le genou. Vous levez, vous voyez, c'est noir par rapport à la peau. D'accord? Et puis sinon, vous avez la cicatrice du BCG qui est intéressante. Oui? La grossesse aussi, pendant la grossesse, il y a une hyperpigmentation. Il y a une hyperpigmentation qui est assez générale, avec un teint assez particulier. Vraiment, la mélanodermie, vous allez la retrouver dans ces zones-là, et puis vous n'allez pas avoir que ça comme signe. Donc, je suis d'accord pour la mélanodermie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a déjà des signes qu'elle avait. Elle avait la fatigue, l'asthénie, l'hypotension. La dépression. Elle avait une tendance à la dépression. Il y a aussi le postpartum. Alors après, quand on est... il y a le postpartum. Tout se mélange, parce que sinon ce serait trop simple. Les patients, ils viennent pas avec un seul truc. Pardon? Antécédent de tuberculose. Antécédent de tuberculose, bien entendu. Tu m'as dit quelque chose... J'ai oublié. Quelqu'un, si vous avez dit quelque chose, j'ai oublié. Alors, oui, donc tous ces signes-là doivent vous faire penser à l'insuffisance surrénale. Donc, l'asthénie se retrouve en 100%. On va avoir l'anorexie, la perte de poids également chez quasiment 100%. La dépression, c'est un patient ou une patiente sur 3. On va avoir des signes digestifs chez 62% qui sont modérés, et ce qu'on a cherché, eh bien, il est plutôt vers l'insuffisance surrénale si on fait rien. On va bien entendu avoir des patients qui peuvent avoir des arthralgies, des myalgies, sans qu'on ait de statistiques. L'hypotension, si elle n'existe pas, elle est orthostatique, et auquel cas, au moins 60% d'entre eux vont avoir les vertiges au lever. Et puis, c'est des gens qui vous disent, docteur, avant, je mangeais pas autant de sel, et là, je mets la salière à table. Donc là aussi, c'est une appétence pour le sel qui est importante. Et enfin, la dermie qui première à laquelle vous avez pensé, et vous avez raison, et qui pourtant n'existe pas dans 100% des cas. J'espère qu'elle n'existera pas dans 100% des cas, parce que pour qu'il y ait mélanodermie, ça veut dire que ça a duré. OK? Donc, le souhait, c'est qu'on fasse le diagnostic, soit au tout début, soit même avant qu'il y ait de mélanodermie. OK? Donc, ce tableau, vous allez le voir tout à l'heure en entier, est vraiment le récapitulatif des différentes insuffisances surrénales. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans l'interrogatoire, quand je suis orientée vers la maladie d'Addison, eh bien, je vais également demander les antécédents personnels et familiaux de maladies auto-immunes. Très important de demander que ce soit des maladies auto-immunes qui sont d'origine endocrine, comme l'hypothyroïdie, ou non endocrine, comme le vitiligo, les bières mères, les cœliaques, etc. Bien entendu, il y a la tuberculose. Et puis, ensuite, on peut avoir des métastases surrénaliennes de cancer. Donc, des fois, le cancer donne des signes modérés. Ensuite, quand il métastase, il y a une altération de l'état général. Et on va avoir ces signes d'insuffisance surrénalienne périphérique avec notamment la mélanodermie, et on part directement de ce sens-là. Les insuffisances surrénaliennes classiques, elles sont, oui, une urgence, mais ils n'ont pas un état terreux altéré. OK? Quand on a un teint terreux altéré, il faut vite aller vérifier s'il n'y a pas d'autres symptômes qui vont avoir ceci. Alors, je vous emmène directement à l'inverse, parce que je pense que celle-là, elle est plutôt facile à diagnostiquer, la périphérique. Celle-là, malheureusement,
beaucoup moins, alors qu'ils viennent chez la médecine de famille. Ils viennent pas chez nous. Ils viennent en médecine de famille. C'est beaucoup moins fréquent, bien entendu, parce que ce sont des insuffisances thyréotropes qui vont avoir comme signe clinique, notamment la fatigue qui peut arriver. C'est souvent à un âge qui dépasse 50, 60 ans, donc tout est mis sur le compte de l'âge, la ménopause, l'andropause, que vous voulez. On va avoir des patients qui n'auront pas de mélanodermie, ils auront une pâleur, sans anémie. Pourquoi ils sont pâles? Même s'ils n'ont pas d'anémie. Alors, ils sont très pâles s'ils ont une anémie, mais pourquoi ils sont pâles? C'est l'œdème. L'œdème, non. Pourquoi les autres, ils ont une hyperpigmentation? Et pourquoi est-ce qu'ils sécrètent beaucoup de mélatonine? Je vais juste vous montrer ça tout de suite. Voilà. La mélanodermie, elle vient de là. Il n'y a plus de glucocorticoïdes, on est d'accord. Donc, il y a rétrocontrôle positif sur l'ACTH. D'habitude, il est négatif. Il devient positif. Donc, on va avoir beaucoup d'ACTH qui est sécrété. Or, l'ACTH, elle va avoir une origine commune, un précurseur commun avec la MSH. Comme vous le voyez ici, la MSH et la CTH ont comme précurseur commun la pro-opiomelanocortine. Et donc, quand on en a un peu, bien, il se fixe dans son récepteur. Mais quand on en a en excès, comme en cas d'insuffisance surrénalienne périphérique, eh bien, on va avoir une partie de cet ACTH qui va se poser dans les récepteurs à la MSH et faire fabriquer plus de mélanine. Et ça existe dans toutes les hormones finalement dans le corps. Quand elles sont en excès, si elles ont une des parties qui ressemble à une autre hormone, eh bien, elles vont jouer son rôle. Dixit, parce que ça vous connaissez mieux, la thyrotoxicose du premier trimestre de la grossesse. Bêta-HCG augmente, ils ont la même sous-unité bêta, et donc ils font non pas une hyperthyroïdie, mais une thyrotoxicose. D'accord ? Du coup, quand on a une insuffisance corticotrope, on manque d'ACTH. Et si on manque d'ACTH, eh bien, on va avoir une pâleur. Donc cette pâleur est importante à regarder. Ensuite, à la différence de l'insuffisance surrénalienne périphérique, on aura une kaliémie qui est normale parce que surrénale fonctionne, elle a une sécrétion de 10%, un peu qui est autocrine, et donc on n'a pas de kaliémie qui va s'élever beaucoup, et on peut retrouver une hyponatrémie de dilution à ce moment-là, comme tu as dit, par rapport aux œdèmes. Enfin, ce qui est important, c'est de vérifier deux choses. Quelles sont les étiologies des insuffisances corticotropes? Celles que vous connaissez le plus. Oui, après la corticothérapie. La corticothérapie, s'il vous plaît, il ne faut pas dépasser 15 jours de corticothérapie par an. Il y a des personnes avec 15 jours, même espacées par an, quand on dépasse 15 jours, qui ont une sensibilité génétique, qui vont avoir une insuffisance corticotrope. Et s'ils font un rhume sur l'insuffisance corticotrope qu'ils ont bien tolérée, entre guillemets, eh bien, ils vont faire une insuffisance surrénalienne aiguë. Donc, les corticoïdes, oui, prescrits, et il faut dire à vos patients, moi je leur dis, ces corticoïdes vont aujourd'hui, ce sont des traitements pour vous, si vous les prenez plus que ce que vous devez, ça devient comme une drogue. Comme ça, ils arrêtent de me faire cette automédication, et aujourd'hui, je pense que nos amis pharmaciens ont vraiment limité l'autorisation sans ordonnance, sinon il faut discuter avec les pharmaciens. Donc, Alors, quelle que soit la dose, quand tu donnes une dose qui est pharmacologique, il y a certaines personnes, pas beaucoup, mais quand tu dépasses 15 jours par an, ça commence à devenir problématique, surtout si ça se répercute tous les ans. Après, quand tu as un patient asthmatique ou qui a une autre pathologie qui a besoin de cette corticothérapie, tu lui mets. Si tu as un patient qui a une maladie auto-immune ou dermatologique qui en a besoin toute l'année, tu lui mets. Tu vas le mettre en insuffisance corticotrope, mais tu vas le savoir. Les gens qui sont traités pour des cancers, qui ont des gros bolus ou des ophtalmopathies, mais ça c'est normal, tu les traites. Mais tu va chercher cette insuffisance corticotrope et tu vas la traiter derrière. Si, madame. C'est certaines personnes. Oui. Il y a aussi la maladie de Sheehan. Alors, très bien. C'était la troisième que je voulais garder parce qu'aujourd'hui, on va pas plus parler de la périphérique. La maladie de Sheehan, qui est cette insuffisance corticotrope qui est due à la nécrose hypophysaire du postpartum, va entraîner effectivement une insuffisance corticotrope. Vous avez tout à fait raison. L'absence de montée laiteuse est très importante à notifier chez ces personnes, et si elle n'avait pas eu de montée laiteuse, eh bien, on aurait pu également y penser, bravo. Donc, les accouchements hémorragiques. Oui.
Il n'y a pas de souci. La corticothérapie inhalée, que ce soit par là ou pour la rhinite, ne va pas donner d'insuffisance corticotrope. Par contre, attention, au niveau cutané, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais si c'est toute l'année, pendant plusieurs années, la surrénale diminue, enfin, la CTH va diminuer, la surrénale va moins travailler, et puis on a un risque quand même. D'accord? Donc la corticothérapie, à chaque fois que vous allez la prescrire, quel que soit le mode, sauf les instillations nasales ou la voie inhalée, eh bien, vous devez vérifier avec les patients qu'ils ne le prennent pas sans vous. OK? Alors, je vous ai mis ici la mélanodermie chez ce patient parce que il était caractéristique, parce que lui, il est venu chez nous et je lui ai dit, mais vous étiez blanc avant? Il a commencé à rire, il m'a dit, je le dis à tout le monde, personne ne me croit. Il était blanc et il est devenu noir. Vous voyez, c'est mal, hein? Il est devenu noir. Et en fait, il est allé consulter même des médecins qui ils lui disaient, je suis fatigué, mais ma peau change. Ma couleur de peau. Lui, il n'a pas fait attention aux cicatrices, il regardait que sa peau. Ça faisait plus de 2 ans qu'il avait cette insuffisance surrénalienne avec une insuffisance thyroïdienne, une hypothyroïdie. Et vous voyez ici, du coup, la mélanodermie, c'est toujours une couleur sale et qui va survenir chez des patients en fonction de leur couleur de peau qui sera plus ou moins foncée. D'accord? Donc quand on est super blanc, ben on devient un peu foncé, mais quand lui il avait une couleur qui devait ressembler un peu à la mienne ou un peu plus, on l'a revu derrière et j'ai oublié de le prendre en photo. Eh bien, il a eu une couleur qui était 3-4 teintes, 4 fois, 5 fois de teintes différentes. Et donc ce patient avait tous les signes et comme vous le voyez, même au niveau muqueux, on peut retrouver cette mélanodermie. Alors, qu'est-ce que vous demandez en urgence maintenant? Vous avez reçu le patient, vous êtes dans votre consultation, la patiente, elle a la mélanodermie, elle a ses signes, vous vous dites, OK, c'est une insuffisance surrénale. Qu'est-ce que je dois demander? Cortisolémie de 8 heures. Cortisol de 8 heures. Donc vous l'avez reçu à 14 heures et vous lui donnez un bilan qu'avec le cortisol le lendemain à 8 heures? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? TSH, il parle fort. TSH, glycémie, pardon? Un ionogramme sanguin, bien sûr, parce que tu gardais le sodium et le potassium. Le cortisol de 16 heures, parce que vous l'avez reçu à 14 heures, il y a 16 heures. Donc tu demandes à 16 heures? Tout le monde demande à 16 heures? 8 heures? OK, ceux qui l'ont demandé à 8 heures, le malade est mort avant d'arriver le lendemain matin. La malade est décédée, je suis désolée pour vous, vous avez perdu votre malade. Ceux qui le demandent à 16 heures, pourquoi pas 15 heures? Il y a pas d'urgence. Il y a une urgence. Elle a commencé à vomir. Il y a une urgence. C'est la Ah, j'ai oublié. Je vous ai dit qu'il y a un pic à 16 heures. Mais ce pic, il n'a pas de valeur normale. Il change en fonction des individus. Donc, s'il vous plaît, les cortisols à 16 heures, jamais plus. La cognitive qu'elle dit au home, plus jamais. Plus jamais. Il faut plus faire, ça fait 20 ans, il faut plus faire de cortisol à 16 heures. C'est inutile. Vous faites le cortisol quand il y a une urgence. Ici, à cause des vomissements et des douleurs, même un épisode, vous le demandez sur place. Et vous faites tout ce que vous m'avez dit, Bien sûr, ionogramme, il me faut l'ionogramme. Il me faut le cortisol au moment dès qu'elle sort de votre cabinet ou de la clinique ou de l'hôpital. Il faut qu'elle fasse absolument ce bilan à ce moment-là. Parce que s'il est effondré, il est bas. Il est bas. D'accord? Et vous allez aussi faire le iono, notamment pour vérifier qu'il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne. Attendre le lendemain à 8 heures, ça aurait été possible s'il n'y avait pas cette mélanodermie, autant. S'il n'y avait pas plus le matin, vomissement, etc., vous allez peut-être dire, OK, il n'y a pas une grosse urgence. Pour les vomissements, ce sont dus à l'ionogramme, la kalimélanatrémie, c'est ça? Bien sûr. C'est l'insuffisance surrénalienne aiguë. C'est ce qu'on redoute, nous. Donc, nous, en urgence, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai même fait la radio de poumon. Donc, elle a des séquelles de tuberculose. Il n'y a pas de tuberculose. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas ça veut pas dire qu'elle n'a pas d'insuffisance surrénalienne due à une tuberculose, maladie d'Addison. Qui peut m'expliquer tout ça? Glycémie 0,6. Ça vous étonne? Bah, non. Bien entendu. Pourquoi il me fait une cétonurie? D'accord. Elle peut me faire une cétonurie sans vomir. Pourquoi? Elle n'a pas mangé. C'est une cétose de jeûne. Donc, la cétose, on s'inquiète pas. D'accord? Soit elle a fait une cétose de jeûne, soit c'est parce qu'elle a vomi. En tout cas, on s'inquiète pas. Le 0,6 grammes par litre, c'est une tendance à l'hypoglycémie. Quelle est la valeur seuil de l'hypoglycémie chez le non-diabétique?
non diabétique. D'abord, le diabétique, on sait, c'est 0,7 ou bien des signes cliniques avec 0,8, 0,9. Bravo. Le non diabétique, c'est 0,5 grammes par litre en veineux. Donc c'est ce qu'on a, mais on a 0,6. Donc on se retrouve beaucoup dans ces situations et une tendance à l'hypoglycémie, ça va tout à fait en notre faveur. La kaliémie, on est d'accord que elle est à la limite supérieure. Les réserves alcalines, elles sont basses. La protidémie, Normal. elle n'est pas élevée, on va dire ça comme ça. Pourquoi mon urée est à 14 et ma créatinémie à 145? C'est des millimoles. Ouais. Insuffisance rénale fonctionnelle. Déshydratation. Déshydratation, insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, on a déjà discuté du cortisol par rapport à ça. Je vais revenir sur les bilans. Le cycle du cortisol, on le connaît, mais attention, on doit faire le cortisol immédiatement et traiter. On n'attend pas le lendemain. N'oubliez pas que si elle était enceinte, comment serait le cortisol? Donc, quand vous avez une cortisolémie élevée chez une femme enceinte, ne vous inquiétez pas, hein. C'est physiologique. Et bien entendu, celles qui ont aussi la pilule œstroprogestative, elles peuvent avoir une augmentation du cortisol. Très, très bien. Donc, les diagnostics, on a discuté. On est plutôt devant une insuffisance surrénalienne aiguë, qui est une des urgences de l'endocrinologie. Quand ça évolue en vous n'avez pas fait le diagnostic suffisamment tôt, on va avoir un choc fébrile émétisant. C'est comme ça qu'on appelait, on a tous appris ça à la fac, choc fébrile émétisant. Pour l'instant, on n'avait pas de fièvre, hein, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça allait pas arriver, parce que des fois c'est révélateur. On a essentiellement les insuffisances surrénaliennes aiguës lorsqu'on va avoir une insuffisance surrénalienne périphérique. Mais chez nous, des patientes qui ont une maladie de Sheehan non diagnostiquée pendant 20 ans, il n'y a plus de cortisol quand même. Donc elles peuvent en faire également. Et puis si on ne traite pas au bon moment, c'est mortel. Donc mon deuxième message, c'est qu'il ne faut pas passer devant une insuffisance surrénale aiguë. Et je vais vous montrer des signes cliniques que vous avez des fois qui doivent vous faire réfléchir à ceci. Vous avez vu tout à l'heure que tout le monde n'a pas la mélanodermie. Et donc, si vous avez un patient ou une patiente asthénique adynamique et assez somnolente, il faut aussi penser au cortisol. Si vous avez des patients, bien entendu, avec les douleurs abdos, les nausées, les vomissements, mais même parfois des diarrhées, il faut faire attention. Quand vous palpez leur abdomen et qu'il n'y a pas de ventre de bois, mais c'est un peu sensible, ça peut aussi être une insuffisance surrénale aiguë. L'hypotension artérielle, on en a parlé, la tachycardie également. Un patient déshydraté, pâle avec des sueurs aussi, on en a parlé. Mais on a aussi des hyperthermies qui peuvent, vous avez d'autres signes qui peuvent nous faire amener au diagnostic. Et puis cette insuffisance circulatoire aiguë qui va avoir une volémie, il faut absolument aussi y penser. Ça, c'est au niveau clinique. Quand vous avez au niveau biologique, vous avez l'hyponatrémie, l'hyperkaliémie, l'acidose métabolique, la tendance à l'hypoglycémie, c'est pas forcément 0,5, hein. Normalement, à part quand on jeûne pendant le mois sacré du Ramadan, eh bien, nos glycémies est plutôt à 0,7, même quand on n'a pas mangé pendant quelques heures. On peut aller à 0,6 quand on a un hyperinsulinisme, quand on va jeûner longtemps. Sinon, il faut penser aussi à l'insuffisance surrénale aiguë. On a parlé de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Et puis, on peut aussi faire la NFS pour retrouver d'autres signes, notamment une lymphocytose. Parfois, on retrouve une hyperéosinophilie, une hypercalcémie qui est vraiment la limite supérieure de la normale. Ce qui est important, c'est de faire un test thérapeutique. Vous n'avez pas le cortisol, hein. Mais le cortisol, il lui faut du temps pour arriver. La première des choses qui arrive, c'est le ionogramme. Donc, à ce moment-là, il faut traiter par l'hémisuccinate d'hydrocortisone et vous allez, par la suite, avoir le retour du bilan pour votre cortisol à n'importe quel moment de la journée. Donc, j'avais ici l'hyponatrémie, l'hyperkaliémie. Si j'avais fait un iono urinaire, j'aurais trouvé une hypernatriurie. On a tous les autres éléments qui sont en faveur de l'insuffisance surrénalienne. Avec un prélèvement, on prélève le cortisol. Même le soir, à minuit, on peut, parce que d'habitude, vous allez les transférer, si c'est à minuit, dans un hôpital, dans une clinique, on doit prélever et on doit faire stocker le prélèvement jusqu'au lendemain matin. Il le centrifuge, il le garde, parce que c'est là où vous allez avoir le diagnostic.
étiologique. Enfin, la première diagnostic positif, parce que l'étiologique, faudra la CTH après. Et donc, il faut pas attendre et vous allez l'hospitaliser en urgence. L'endocrinologue viendra après, puisqu'ici, je sais certains, vous êtes aussi urgentiste. Et donc, on va aussi faire un mot sur la prise en charge. Où est-ce que j'hospitalise ce type de patient? Alors, soit en réa, j'aurais pu la mettre même dans un service froid. Mais en règle générale, quand on a une insuffisance surrénale aiguë, il faut aussi scoper. Eh bien oui, c'est en réanimation. On a besoin de l'urgentiste parce qu'on va faire une réhydratation massive. On va aussi traiter par l'hémisuccinate d'hydrocortisone. S'il vous plaît, les urgentistes, regardez dans les pharmacies de vos cliniques, de vos hôpitaux, que vous avez toujours l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Il faut toujours en avoir, comme il faut toujours avoir du G30. C'est deux choses qui manquent beaucoup habituellement. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, on espère, mais si vous en avez besoin, le patient peut décéder si vous l'avez pas sous la main. Ensuite, il faut bien entendu rechercher le facteur déclenchant. Et donc, pour traiter, je vous ai mis ça essentiellement pour les personnes qui font les gardes aux urgences. Eh bien, vous allez devoir avoir l'hémisuccinate d'hydrocortisone par voie injectable. Mais bien entendu, on va réhydrater par du NaCl. Et puis, par la suite, si le patient fait des hypoglycémies, vous avez besoin de G30. OK? Parce que franchement, avec le G10, il va en donner de la flotte pour pouvoir augmenter la glycémie. Et on a également besoin, s'il y a eu une décompensation à cause d'une infection, entendu, par antibiotiques. Ceci, je ne vais pas revenir sur ça parce que l'atelier devrait durer 2 heures. C'est en fonction de l'état clinique. Si c'est un sujet âgé, hypertendu, il faut faire attention à la réhydratation, etc. Et bien entendu, il faut éviter d'être iatrogène. Donc c'est un traitement qui n'est pas efficace quand c'est le bon diagnostic. Même si vous faites la moitié de la dose, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, c'est super efficace. C'est des patients qui sont dans un état, entre guillemets, de coma, qui, en moins d'1 heure, s'assiedent. En 2 heures, ils sont debout. Parce que vous avez restauré le cortisol de ces patients. Et donc, l'efficacité du traitement va vous prouver qu'il y avait une insuffisance surrénalienne. La clinique, pendant la surveillance, est importante. On va regarder l'état hémodynamique, la glycémie capillaire, l'état de conscience du patient. En fonction de l'état de conscience, on sait s'il doit être service froid ou unité de soins intensifs. Au niveau ionogramme, comme c'est tellement rapide, notre amélioration de l'état, on doit le faire après 4 heures, après 6 heures. Et puis, bien entendu, je sais qu'ici, vous êtes tous avisés, on l'a pas dit tout à l'heure, qui dit hyperkaliémie dit ECG. Si vous êtes en cabinet et que vous recevez le bilan avec hyperkaliémie, vous faites le CG sur place, vous faites le CG parce que il faut absolument faire attention au risque de troubles du rythme avec l'hyperkaliémie. Une fois que on va avoir le patient qui est sorti de la phase aiguë, à la orale, et puis théoriquement à la sortie avec votre endocrinologue, il y aura entre 15 et 25 mg par jour d'hydrocortisone. 25. Au Maroc, on met souvent 30. Je vais vous dire pourquoi tout de suite, mais on peut arriver jusqu'à 15. Le plus bas, le mieux, parce que quand on est surdosé en corticoïdes, même en corticoïdes qui est naturel, physiologique, le risque, il est également de diabète, mais pas grave, je sais traiter le diabète. L'urgence, elle est à l'os et au cœur. Ostéoporose et risque cardiovasculaire. Donc, un petit peu en excès, oui, mais quand c'est tous les jours, pendant plusieurs années, elle a 20 ans, imaginez, elle va avoir 50 ans après 30 ans, eh bien, le risque, eh bien, c'est ces ostéoporoses secondaires et aussi un risque cardiovasculaire. Alors, une fois que vous avez fait, c'est une très bonne question, une fois que vous avez fait le diagnostic, il n'y a plus de cortisol. Céline, le patient a une insuffisance surrénalienne périphérique. Le cortisol, il est à 0, il est à 2, il est à 3. Rda, il sera à 0. Rda, il sera à 5. C'est pas important. Et en plus, vous lui donnez l'hydrocortisone. Si vous avez fait, et c'est pour ça que je dis, il faut contacter l'endocrino. Quand vous avez fait le diagnostic étiologique, que vous avez une vraie insuffisance surrénalienne périphérique devant vous, eh bien, plus besoin de doser le cortisol. Vous allez juste traumatiser votre malade. Parce qu'il sera toujours bas. Et que, on va donner l'hydrocortisone en fonction de la clinique. Et en fonction du ionogramme. C'est la clinique. OK? Et je vous ai mis ici, juste pour vous montrer les différentes situations où on, comme ici en haut, on suspend
insuffisance rénale aiguë, on met le patient sous traitement, mais on avait déjà dosé le cortisol. Le cortisol, quand il revient, eh bien, soit on est en dessous de 5 microgrammes, dans ce cas-là, c'est sûr, c'est une insuffisance surrénalienne. Soit on est au-dessus, on s'est trompé, faut regarder les autres étiologies de tout à l'heure et on arrête l'hémisuccinate. Et puis, comme la médecine, c'est toujours borderline, on est entre les deux. Donc, quand on est entre les deux, on ne sait pas si c'est une insuffisance surrénalienne. Eh bien, on va garder le traitement et on va faire un test par la suite. C'est là, vous envoyez à ce moment-là l'endocrino toujours sous traitement et lui, il va refaire un test au synactène, d'autres tests qu'on va faire pour vérifier si le patient a cette insuffisance surrénalienne. Donc, très important. L'autre message, c'est d'établir le diagnostic étiologique. Et qui dit diagnostic étiologique? On a dit maintenant c'est périphérique, d'accord? Le diagnostic positif, il y avait insuffisance surrénalienne. Diagnostic au moins périphérique ou central, on l'a fait déjà cliniquement avec la mélanodermie. Maintenant, pourquoi? Eh bien, pourquoi? C'est pas juste la dysone, hein? C'est pas juste la tuberculose. Vous voyez qu'on peut avoir, et c'est les plus fréquentes aujourd'hui, les auto-immunes. Donc, on demande les anticorps antisurrénaliens. Attention, on se retrouve parfois avec des patients qui ont des polyendocrinopathies auto-immunes, d'où l'intérêt d'aller chez l'endocrino parce qu'on fait du dépistage à l'avance et le traitement devient plus délicat lorsqu'on va avoir plusieurs maladies auto-immunes, notamment endocrines associées. On a également toutes les causes infiltratives ou iatrogènes, que ce soit la tuberculose, on a aussi des cas d'insuffisance surrénalienne qui sont dus au VIH. Il faut faire attention. On a également les infiltratives, les hémorragiques, des gros accidents. Le dernier, c'était un décèlement de la surrénale. Il n'y a rien eu sur place, mais quelques jours après, il a fait une insuffisance surrénale aiguë. Les métastases, et puis des fois, les métastases, on sait que ça peut arriver. Et puis quand on a enlevé les surrénales pour des maladies normalement d'hypercorticisme. Ensuite, on a ces situations-là où peut-être ce serait un jour intéressant, je sais pas quelqu'un ici de MG Maroc, de parler du dépistage de l'hyperplasie congénitale des surrénales, parce que là aussi, comme vous faites des suivis pédiatriques, il y a beaucoup de gens ici qui voient les enfants, eh bien l'hyperplasie congénitale des surrénales donne des signes frustes dans l'enfance et si jamais et parfois on a même des disharmonies, en fait on a ce qu'on appelait avant les ambiguïtés sexuelles, c'est des anomalies de la différenciation sexuelle où vous allez avoir un enfant garçon qui est élevé comme fille, un enfant fille qui est élevé comme garçon. Donc c'est le rôle des médecins qui s'occupent de ces enfants de aussi avoir une formation en hyperplasie congénitale. Donc les étiologies les plus fréquentes, on a dit, c'est bien entendu la périphérique, mais surtout la post-corticothérapie. Et on fait attention systémique et aux locaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il faut vérifier toujours la dose, la durée, le moins le mieux. Alors je répète, quand c'est urgent, quand c'est important d'avoir un traitement corticoïde, on donne le traitement corticoïde. Et on oublie la surrénale. La surrénale est un dégât secondaire. Ok, c'est pas grave. On va traiter le malade. Vous donnez beaucoup de corticoïdes. La surrénale, elle est au repos. Vous donnez de l'hydrocortisone. Quand on arrête la corticothérapie, on a, je sais pas qui a posé la question tout à l'heure, on a, je vais dire 80% de chances de récupérer la fonction surrénalienne si on a donné moins de 1 ou 2 mois de traitement. Quand on a passé 6 mois, 1 an de traitement, notamment les pathologies rhumatismales, les pathologies dermatologiques, les pathologies de la médecine interne, il faut pas non plus donner de grands espoirs aux patients parce que souvent cette forte dose pendant longtemps, elle a complètement atrophié la surrénale. Oui. Alors habituellement on demande de pas dépasser 5 jours. Sinon on dépasse pas 15 jours. Vous avez vu le 15 jours de tout à l'heure, c'est qu'à partir de 15 jours d'affilée, on a un risque qu'une personne fasse une insuffisance surrénale. Alors, les doses qu'on utilise habituellement, quelle que soit la dose, si on dépasse, je vais vous donner un prédnisolone ou un prédnisol, si vous dépassez 60 mg jour chez un adulte, à peu près 1 mg kilo jour. Oui? Est-ce que les corticoïdes retard injectables Bien entendu. Tous. En fait, je vous ai pas mis le tableau, j'aurais peut-être dû, mais comme plus la suffisance surrénalienne périphérique qui m'intéressait, on va avoir des équivalents. Et les retards injectables, ils sont très puissants. Ils ont un effet immunosuppresseur très important et un effet glucocorticoïde très important. Donc, eux aussi peuvent donner une insuffisance surrénale. OK? Donc, s'il vous plaît, important de discuter avec les pharmaciens et de le dire aux malades. Il n'y a pas d'automédication pour les glucocorticoïdes. Et puis, il y a des règles de dégression de la corticothérapie qui sont
faire. Et on va donc, puisque c'est pas le but d'aujourd'hui, passer directement au conseil. Maintenant, vous avez diagnostiqué l'insuffisance surrénale aiguë, vous avez mis les muciloxinate, la patiente est sortie de la réa, vous avez démarré l'hydrocortisone, l'endocrino vient si vous en avez à proximité, sinon c'est votre rôle aussi de faire ça en attendant qu'il le voit. Qu'est-ce que vous dites aux malades? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites aux malades? Jamais arrêter son traitement, bravo. Deuxième chose. Connaître les signes d'insuffisance surrénale, bien sûr. Même heure, c'est-à-dire le traitement, oui, on peut donner le traitement à 8h à 16h habituellement. Parfois, on fait 8h midi, 16h. On suit la clinique du patient. Le patient qui te dit, moi, quand j'arrive à 16h, tu lui donnes un à midi et un à 16h. Tu divises la dose. Quoi d'autre? Un suivi annuel ou? Alors, le suivi, au début, il va être après 2-3 mois, après 3 mois, 6 mois, puis ça va être un suivi annuel. Et si vous avez la chance de pouvoir l'endocrino va le voir une fois dans l'année et vous une fois dans l'année. Savoir corriger une hypoglycémie, oui. Alors, on espère qu'il la fera pas. Normalement, il doit avoir les muciloxinate à la maison, lui. À la maison. En cas de grossesse ou? Très bien, très très bien. En cas de stress, en cas de grossesse. en cas de stress, en cas d'infection. Et comment il va هادشي بزاف عليه زعما المريض عندكم باك بلس 10 كاملين صح باك بلس 10 هادشي صعيب عليهم. Comment vous faites du coup pour qu'ils s'en rappellent? Bien sûr, une carte d'addisonien. Si vous êtes intéressé, mais je sais pas comment le faire parvenir à tout le monde, on l'a fait en arabe. On a dit que chez بالعربية حيت خصنا العربية والفرنساوية يفهموا كلشي يفهم. Donc ils doivent avoir sur eux. Nous on leur donne une feuille et je leur dis vous le faites comme le permis, vous l'imprimez et vous la mettez dans vous la plastifiez. Ah, très intéressant. Le stress, la chirurgie, et oui, les infections, il faut augmenter la dose. Donc, quand ils font une chirurgie, normalement, ils ont dit aux réanimateurs qu'ils prennent le corticoïde sans charge ou l'endocrino sans charge. Mais s'ils sont chez eux et qu'ils font un rhume, moi, la première patiente qui est décédée d'une insuffisance surrénale aiguë dans ma carrière m'a traumatisée. C'était une patiente de 28 ans qui avait 2 enfants, qui a eu un rhume comme toute la famille et qui n'a pas doublé son traitement. Et elle a beaucoup tardé. Quand elle elle est venue en état de choc. Et j'étais en état de choc. Pourquoi j'étais en état de choc? J'ai dit à sa mère, mais pourquoi elle n'a pas doublé? On lui a dit qu'il fallait qu'elle double, qu'elle aille chez le médecin. Quand elle était malade, est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est la culture marocaine, Hadi. Du coup, quand vous avez ce type de patient, il faut pas dire vous doublez quand vous êtes malade. Moi, je leur dis vous doublez quand vous êtes fatigué. Vous doublez si vous avez le nez qui coule et vous allez chez le médecin. Une journée, vous augmentez la dose de la corticothérapie, mais chez Mouchkil, puisqu'elle ira voir son médecin le lendemain ou le surlendemain. Je leur dis, il faut pas rester longtemps sans le médecin, mais si vous avez des signes anormaux, s'il fait trop chaud, il y a quelque chose qui est différent dans votre habitude, nous tous aujourd'hui, notre cortisol, si on a trop chaud, trop froid, si on jeûne, ça augmente. Je suis réveillée à 5h30 du matin pour prendre le train, mon cortisol, il a augmenté pour me laisser mon énergie de maintenant. Sinon, j'aurais été KO parce que j'aurais été déphasée par rapport au cortisol. Donc, eux qui n'ont pas de cortisol, il faut le faire mécaniquement. Et du coup, très important. Autre chose, Ramadan. Ramadan. Ils sont bons. Idéalement, non, bien entendu. Marsoum chez Somo. Alors, quand c'était l'été, c'était la catastrophe. C'était les vases communicants. Parce que c'est une pathologie qui est dangereuse et il faut absolument avoir les conseils. Je vous ai pas demandé, mais je vous le dis maintenant. Le régime, entre guillemets, il est normo-salé. Il est normo-salé et en fait, au Maroc, il doit être très salé. Pour eux. Parce que, en théorie, il n'y a pas que l'hydrocortisone qu'on doit avoir, on doit aussi avoir la hydrocortisone qui n'existe pas encore dans notre pays. S'il y a des gens qui font de la politique ici, qui peuvent faire des choses, c'est bien. D'accord? C'est bien. On a besoin de fludrocortisone parce que quand on donne la fludrocortisone avec l'hydrocortisone, on arrive à 15 mg d'hydrocortisone. Quand on n'en donne pas, on a besoin de l'effet minéralocorticoïde qui manque parce que la surrénale ne fonctionne pas. Eh bien, s'il manque, je dois doubler mon hydrocortisone. Et j'ai des patients qui sont sous 30 voire 40 mg jour, alors qu'on sait que c'est supraphysiologique, parce que sinon, ils font des hypotensions. Ils n'ont pas
l'effet minéralocorticoïde. Donc, très important. Et on leur dit, vous suivez votre appétence au sel. Vous voulez manger plus salé, ça. Mais si vous mangez beaucoup plus salé plusieurs jours, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre corps. Moi, c'est quelque chose qui va pas, faut vérifier. Ensuite, comme a dit madame, on prend le traitement tous les jours, sans interruption, quelles que soient les situations. Si on le vomit, on va chez le médecin déjà. On le reprend, on va chez le médecin. Il faut doubler, voire tripler la dose à chaque fois qu'on va avoir une infection, un traumatisme, une chirurgie. Les dentistes, très important, les dentistes, il faut qu'ils doublent la dose sur... Si le dentiste, il enlève une dent de sagesse, c'est qu'il va rester inflammation pendant 3 jours, alors il faut doubler pendant 3 jours. Tripler le premier jour et doubler les jours d'après. Ensuite, je vous ai parlé de la chaleur tout à l'heure. En cas de fatigue, de troubles digestifs, de baisse tensionnelle. Et puis, il y a certains médicaments qui ne doivent pas prendre. Les diurétiques et les laxatifs, vous avez bien compris que ça va aggraver ou provoquer une insuffisance surrénalienne. Et puis, quand on a des patients tuberculeux qui ont l'insuffisance surrénalienne, on doit faire très attention parce que les antituberculeux, la rifampicine, mais aussi tous les autres médicaments qui font qui sont des inducteurs enzymatiques, vont accroître le métabolisme et donc on aura besoin de plus d'hydrocortisone et on va donner donc cette carte d'addistonien. Je vais conclure, j'ai quand même 48 minutes, c'est que le plus important pour moi, c'est que une fois que vous ayez fait, la contraception, oui, mais elle a le droit d'être enceinte. Si elle est enceinte, on majore la dose. D'accord? La contraception, c'est quand elle est tu viens de faire le diagnostic, tu lui mets la contraception pendant 3 mois, le temps qu'elle soit stable, et ensuite, bien sûr, ils peuvent faire des enfants. Il n'y a pas de contre-indication. Oui? Alors, vous avez raison, la vaccination antigrippale est recommandée chez ce profil patient, bien entendu, il faut la faire. Les vaccins sont importants parce que ce sont des patients apparemment immunodéprimés. Par contre, le vaccin du Zona, il va pas être fait à 20 ans, il sera fait jusqu'à ce qu'elle dépasse 50 ans. D'accord? Autre question? Oui? Très bien. Les patients qui sont sous corticoïdes de longue durée. Pourquoi est-ce que je vous ai mis le dernier message? C'est qu'il faut absolument adresser à l'endocrino le plus tôt possible. Et vous allez collaborer avec. Quand vous avez un patient, à juste titre, qui a besoin de corticoïdes, il y a beaucoup d'étiologies comme ça, eh bien, il doit prendre son traitement. Moi, je dis au médecin, c'est important, il a une maladie X, il a besoin de corticothérapie, oubliez la surrénale. Oubliez la surrénale. C'est comme ça. La maladie qui prime, c'est sa maladie princeps. Ensuite, une fois que vous n'avez plus besoin, vous, de corticoïdes, ça fait la maladie, elle est stabilisée, ça arrive, elle est contrôlée, on commence à dégraisser, jusqu'à ce qu'on arrive, prednisone, 7,5 mg jour. Une fois qu'on arrive à 7,5 mg jour, c'est l'endocrino qui prend le relais et on va switcher à l'hydrocortisone, après avoir d'abord, et on garde l'hydrocortisone tant qu'on n'a pas récupéré la fonction. Il faudrait que je fasse un autre atelier pour vous expliquer, mais c'est vraiment plus ou moins spécialisé, où on doit vérifier ceux qui ont gagné, récupéré la réponse au stress, en plus de la réponse basale, c'est-à-dire pour vivre. Il y en a qui sont très bien, qui veulent vivre normalement après arrêt. Donc on arrive à 7,5, on passe à l'hydrocortisone, puis on arrête. Le problème, c'est que ce patient-là qui a arrêté et qui vit normalement, le jour où il a un rhume, sa surrénale avait récupéré pour la vie de tous les jours, mais elle n'a pas récupéré pour le stress. Donc il fait le rhume, il fait l'insuffisance surrénale aiguë. Ok? Donc il y a plusieurs situations et nous, à la fin, on donne un rendez-vous annuel pour revérifier le cortisol le matin, voir si jamais il l'a récupéré, voir si on lui fait un test pour vérifier sa fonction au stress ou on les lâche. Il faut surtout les garder sous hydrocortisone. Oui? Oui? Ah, moi, je sais pas de quoi vous parlez, parce que le cortisolémie normale, je sais pas ce que c'est. Vous dire biologiquement? Biologiquement? Ils sont traités? Pourquoi vous voulez le prendre, doser le cortisol? Vous dosez votre hydrocortisone. Il faut jamais doser, c'est fini. Une fois que vous avez fait le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne chronique, ça y est, ils l'ont. Vous ne dosez plus jamais, je l'ai dit dans une slide, plus jamais le cortisol. C'est finito. Aucun cortisol. Vous faites le ionogramme pour vérifier qu'il n'y a pas de surdosage ou sous-dosage et vous faites confiance aux malades. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin tranquille, oui. Vous faites votre activité physique comme d'habitude, oui. En fin de journée, vous n'êtes pas fatigué, oui. Et c'est comme ça. Et on augmente ou on diminue en fonction de la clinique. Clinique.
Mais c'est normal, ils ont la maladie. C'est comme si vous me dites, j'ai un patient qui a une hypothyroïdie, d'accord, et je vais arrêter arrêter le lévothyrox et sa TSH, je pense qu'elle va récupérer, elle va pas récupérer. D'accord? Cliniquement avec le ionogramme, bien entendu. Alors c'est J1, 3, 3, 6 et 12. Tous les ans. OK? Une dernière question, Madame la modératrice? J'ai le droit. Oui? Les jeunes femmes, oula, 21 hydroxylase, vous me permettez de pas vous répondre là, parce que à ce moment-là, quand on a des hyperplasies congénitales des surrénales, on donne nous-mêmes le corticoïde, mais le soir pour freiner l'axe. Mais alors, ça me prendrait 2 autres heures pour vous expliquer. La prochaine fois, l'hyperplasie congénitale des surrénales, je pense que ça peut être intéressant. Tabarakallah alik, Oustada. Merci C'était beaucoup. très interactif. Merci beaucoup. Donc, prochain atelier, Inch'Allah.